On parle tout le temps en politique de gauche et de droite. Donc on fait une séparation comme ça dans les façons de considérer la gestion de la vie en commun des humains. Toutes les pensées politiques, donc de la gestion de la ville, de la gestion des choses communes, on les sépare en général en gauche et droite. Et c'est une séparation que je trouve bien moins belle et bien moins utile, car déjà, on ne comprend pas vraiment ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite, car les mots sont utilisés, réutilisés dans tous les sens, par tout le monde et n'importe comment. Je pense que les politiques devraient se définir par des actions concrètes. Les politiques devraient se définir par les modifications, par le type de vie qu'elles vont provoquer dans la population sur lesquelles elles s'appliquent. Et ainsi, on pourrait vraiment comparer les politiques et donc les évaluer. Après, ça n'empêche pas peut-être certains de mentir sur ce qu'ils sont, et donc de proposer des choses qui seront des mensonges. Mais au moins, on ne serait pas perdu dans des mots qui ne signifient rien. Alors, c'est pas vrai, la gauche et la droite, ça signifie des choses, mais il y a tellement de prismes de lecture. Entre l'opposition, peut-être que la droite serait une défense systématique de la liberté face à l'égalité, et que la gauche serait une défense systématique de l'égalité face à la liberté. C'est un prisme de valeur. D'un côté, on tire vers l'égalité, en faisant que chacun a la même éducation que tous, et d'un autre côté, on tire vers la liberté de chacun de s'éduquer plus que l'autre. Et donc, on peut imaginer cette première opposition gauche et droite, qui est très pratique, mais qui ne rend pas compte de tout ce que peut être tout ce que l'on a appelé gauche et tout ce qu'on a appelé droite. On peut considérer ce prisme qui est le prisme de l'innovation, du progrès, que la gauche serait ce qui innove dans la société face à la droite qui serait un retour en arrière. Alors ce prisme, il est très contextuel à notre époque, suite à la Révolution française, où petit à petit, des choses qu'on a considérées qui étaient la gauche se mettent en place et donc sont toujours une sorte d'innovation, comme si la Révolution française se perdurait comme ça depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans, qu'elle se perdurait, donc la gauche était systématiquement le nouveau et la droite systématiquement l'ordre ancien. Et donc ça nous mène à la troisième manière de considérer gauche et droite, c'est une manière historique. Qu'est-ce que la droite, d'un point de vue historique? C'est le royalisme. C'est le soutien à la monarchie. Le soutien à la monarchie, c'est le moment où on a parlé pour la première fois de gauche et de droite. C'est ce moment où certains souhaitaient une république, respublica, une chose commune, un État conceptuel qui allait, pour le bien de tous, incarner l'autorité, face à certains qui voulaient qu'un homme de chair et de sang et sa lignée incarne l'autorité et soit l'autorité. Donc c'est la séparation gauche et droite historique, où la gauche est républicaine et la droite est royaliste, monarchiste. Et donc on a une séparation comme ça, qui est historique. Alors c'est peut-être la plus valide, parce que celle-là on ne peut pas la contredire, elle est dans l'histoire, elle est fixe comme ça, mais à l'époque moderne, à notre époque, ça ne fonctionne plus, parce que du coup, pratiquement tous les politiciens français pourraient être considérés de gauche, car ils sont pratiquement tous républicains. Ils soutiennent pratiquement tous la République. Et donc, à part quelqu'un qui voudrait la restauration de la monarchie, la restauration des privilèges de la féodalité et de la monarchie, on ne verrait personne de droite. Donc, ces échiquiers gauche-droite, cette séparation gauche-droite, est intéressante, mais est toujours lacunaire. Et je ne pense pas qu'il y a de manière non lacunaire de considérer ces choses, gauche et droite, si ce n'est en les définissant avant d'utiliser les mots. Mais à ce compte-là, faisons de la politique en utilisant les mots qui décrivent les actions physiques qu'aura notre politique sur l'existence, sur la vie des humains sur lesquels s'applique cette politique. Bon, ça, voilà, c'est un résumé rapide de l'opposition gauche et droite. Il y aurait d'autres oppositions sur d'autres plans, sur des plans philosophiques, sur d'autres plans, mais je vais essayer d'éviter de partir sur des choses un peu plus floues. Il y a une autre opposition qui, pour le coup, est plus méconnue et en tout cas bien moins médiatisée. Une autre opposition politique que j'aime beaucoup
et qui est, à mon avis, beaucoup plus concrète, proche de politique, en fait, de manière de penser la gestion de la société, c'est l'opposition qu'on peut observer à Athènes, et qui s'est produit aussi dans la Rome antique, et qui se produit encore actuellement, et qui se produira, à mon avis, dans toutes les sociétés humaines. C'est l'opposition, qui dans la Grèce antique s'appelle l'opposition entre les démocrates et les oligarques. Alors, les démocrates, dans la Grèce antique, ce ne sont pas les démocrates américains maintenant, ce n'est pas les gens qui se revendiquent de la démocratie maintenant. C'est des gens qui considèrent que de la masse du peuple émergent les bonnes solutions, les bonnes décisions à prendre pour la masse du peuple. Ce sont les démocrates. L'ensemble du peuple peut prendre les bonnes décisions pour l'ensemble du peuple. Les démocrates. Et ils s'opposent aux oligarques, dans la Grèce antique, ceux qui se sont appelés oligarques, qui considèrent que l'élite dans la population, les plus instruits, les plus connaisseurs, ceux qui savent le mieux faire la chose, c'est à eux de prendre la décision sur ce sujet. Ceux qui savent le mieux faire la guerre doivent choisir comment on va faire la guerre. Ceux qui savent le mieux conduire un bateau doivent décider comment on conduit les bateaux. Ceux qui savent le mieux construire les maisons doivent choisir comment on construit les maisons. C'est les oligarques. Chez les Romains, ces deux mouvements se sont appelés, alors je confonds les mots latins, mais je pense que c'est à peu près les bons mots, les optimares, les optimums, ceux qui ont la meilleure chance de choisir la bonne décision, face aux populares, ceux qui sont nombreux, ceux qui sont tout le monde. Et cette opposition politique est, à mon avis, celle qui devrait être au centre de nos pensées. Enfin, je ne sais pas si c'est celle qui devrait être au centre, mais cette opposition est très importante. Et il y a cette fable des bonbons, du marchand de bonbons et du marchand de médicaments. Si on demande à toute la population de choisir s'il faut consommer les vilains médicaments pas très bons, enfin vilains, les médicaments qui sont pas très bons au goût et qui sont extrêmement compliqués à comprendre. Personne ne comprend. Tu passes ton temps au champ à travailler, à la forge, et tu ne peux pas t'occuper de comprendre comment fonctionnent les bons médicaments qui vont te faire avoir une très longue vie en très bonne santé. C'est pas forcément des médicaments, c'est peut-être des plantes, voilà, des plantes médicinales, pour éviter d'interloquer ceux qui sont contre les big pharma et ce genre de choses. Et les bonnes plantes médicinales qui ont un mauvais goût, mais qui te permettent de vivre très longtemps. Et donc on peut choisir de manger ça, mais on peut choisir de manger les bonbons très sucrés, très gras, qui sont très bons, mais qui te feront une vie très nulle. Et les élitistes, ceux qui pensent que les meilleurs doivent choisir, cette fable, ça les fait bondir. Ils se disent, enfin c'est bondir de joie peut-être, ils croient vraiment à ça, ils pensent que, et je le pense aussi, je crois aussi, que le peuple va choisir de manger les bonbons les plus gras, les plus sucrés. Et donc il faut que le médecin choisisse celui qui connaît bien les plantes, qui connaît bien le corps humain. Mais il est seul, lui. Il ne peut pas y en avoir 10 000 dans la population. Il ne peut pas y avoir toute la ville qui a un médecin très poussé. Donc le médecin doit choisir. Mais il est seul et la population est très nombreuse. Donc si c'est la population qui choisit, elle va choisir de manger les bonbons. Et donc, l'idée des optimares, l'idée des oligarques, c'est de dire il faut que les plus instruits choisissent pour le bien de tous. Et c'est l'idéal en fait. Si le médecin choisit, c'est vraiment l'idéal. Le problème de cette chose, c'est que quand l'élite choisit, et que c'est elle qui a le pouvoir, le peuple ne peut pas vérifier. Et quand bien même il y aurait la capacité légale de vérifier ce qui se passe, il n'a pas les capacités intellectuelles de comprendre toutes les choses les plus pointues sur les médicaments. Mais vous voyez, si on porte ça sur le monde actuel, c'est les choses les plus pointues sur la télécommunication, les choses les plus pointues sur la gestion du droit international, toutes ces choses. On ne peut pas tous comprendre tout ça. Et donc, on a besoin d'élites. Le problème, qui est notre problème moderne, c'est que l'élite qui est censée nous défendre contre les marchands de bonbons,
Cette élite qui est censée avoir les plus hautes valeurs intellectuelles pour prendre la bonne décision pour tous, cette élite, on ne l'a peut-être plus. Notre élite, c'est le marchand de bonbons. On a une élite de marchands de bonbons. Et donc, dans ce dilemme de la Grèce antique qui était, pour choisir entre les bonbons et les médicaments, il faut que le médecin choisisse. Eh bien, je crois qu'on a le pire des deux. On a le pire du monde démocratique et on a le pire du monde oligarchique. Au lieu d'avoir une population qui choisit d'elle-même de manger les bonbons, et du coup ce serait juste, voilà, il faudrait juste essayer de mettre un peu plus de règles là-dedans. Non, on a une élite qui choisit à notre place et qui veut qu'on mange des bonbons. Donc en plus de la pente naturelle de la population à manger les bonbons, on a une élite qui est une élite de marchands de bonbons. Et donc c'est terrible, c'est terrible. Et en fait, on a décapité notre élite. On lui a coupé la tête et on l'a remplacée petit à petit par les marchands de bonbons. Et quelque part, c'est presque le cauchemar de tous les antidémocratiques. C'est ce cauchemar où, en fait, le médecin disait « Oui, il faut manger les médicaments, il ne faut pas faire ceci, il faut manger les bonnes herbes. » Et la population était tellement forte à vouloir les bonbons qu'elle a décapité le médecin qui prodiguait les bons soins. Elle a décapité le médecin. Et à la place, elle a mis le marchand de bonbons. Elle a dit, marchand de bonbons, on ne veut pas que manger tes bonbons, on veut que tu choisisses quel bonbon on doit manger. C'est toi le meilleur pour choisir les bonbons. C'est toi le meilleur à nous donner les meilleurs bonbons. Et donc, c'est certainement notre problème moderne. Et donc, je pense que notre problème politique moderne, c'est un problème de formation de nouvelles élites, ou de formation d'élites. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi... Alors là, en fait, je sais pas. Moi, dans le fond, je sais pas ce qui est le mieux entre le démocratique et l'oligarchique. Je sais pas. Et dans le fond, je suis aussi très démocratique. Et contrairement à certains qui se prétendent démocratiques et qui ont peur de la tyrannie de la majorité. Alors ça, il faut absolument s'en méfier, ce genre de cas. Je pense que c'est très grave. C'est très grave. C'est typiquement des gens qui se prétendent démocratiques mais qui sont pour une élite qui du coup est une élite très trompeuse parce qu'elle te fait croire que c'est la démocratie tout en t'imposant une élite. Ça, c'est particulièrement le genre de choses qu'un marchand de bonbons terrible ferait. Soit on redonne notre pouvoir à une élite qui est la bonne, qui nous convient à nous, qui va faire de notre vie une vie meilleure, soit on balaye l'oligarchie et on installe une véritable démocratie. Mais ça, je ne sais même pas si ça a pu exister une fois dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vraiment la démocratie est une idée valide? Est-ce que vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que ça ne peut pas faire de mal d'augmenter un peu la démocratie, mais surtout de former le peuple à prendre la bonne décision. Cette décision que le médecin doit prendre, de manger les bonnes choses, soit on remet une élite qui nous fait manger les bonnes choses, soit de nous-mêmes, indépendamment de ce que dit ou pense l'élite, on remange les bonnes choses. C'est les deux seules solutions pour se débarrasser du marchand de bonbons. Alors le marchand de bonbons, il peut exister, mais le problème c'est quand c'est lui le roi et que tout le monde consomme que ça. Et vous comprenez bien que le bonbon, c'est une métaphore. En réalité, la question de la nourriture, bon, elle est importante, mais c'est vraiment pas que la seule question. Elle concerne tout, cette métaphore elle concerne tous les sujets sociétaux possibles et imaginables. Où j'en étais? Je sais plus où j'en étais. Voilà, donc, je pense que la question de la formation de l'élite est une question qui est vraiment importante. Et donc, c'est cette question, comment est-ce qu'un peuple qui n'est pas l'élite produit une élite qui pourrait être sa bonne élite? Comment est-ce qu'on fait émerger d'un peuple qui, du coup, n'est pas l'élite parce qu'elle n'a pas le temps d'être très pointue dans des domaines, etc. Et c'est pas péjoratif, la vie humaine, c'est aussi ça, c'est aussi d'avoir une vie simple, à cultiver sa terre ou travailler dans la forge, etc. C'est aussi ça la vie humaine. Comment est-ce qu'on fait
pour que des gens qui n'ont pas le temps de penser à ça poussent en avant la bonne élite. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et c'est peut-être... on est peut-être dans quelque chose de tragique. Peut-être que les marchands de bonbons gagneront toujours. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, à part ça, j'ai utilisé le médecin comme métaphore de celui qui prend les bonnes décisions. Mais parfois c'est le militaire, parfois c'est d'autres. Il y a plusieurs types de savoir et de pouvoir qui peuvent... Ça dépend des domaines. Pour la nutrition et ce qu'on ingère dans notre corps, c'est le médecin. Pour d'autres domaines comme la sécurité, le droit international ou la gestion du transport, ce genre de choses, c'est d'autres. C'est d'autres qui ne sont pas le médecin. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'ensemble de la population profiterait du pouvoir du médecin contre l'ensemble de la population croirait profiter du pouvoir du marchand de bonbons, mais en réalité en souffrerait. Et aurait une vie qui serait de pire en pire et de génération en génération de moins en moins satisfaisante, qui comblerait de moins en moins les attentes d'un être humain dans l'existence et les attentes d'un être humain envers sa communauté et sa société humaine, ce qui est la politique, envers la communauté humaine. Voilà. Bon. Le marchand de bonbons va vouloir la démocratie. Il va vouloir la démocratie, mais une démocratie un peu bizarre. Il va vouloir une démocratie où les gens choisissent, mais où il y a une élite. Une petite élite qui est juste là pour faire 2-3 petits choix, mais les gens vont choisir. C'est-à-dire que c'est une élite qui va dire « Bon, moi je suis l'élite, mais c'est quand même vous qui choisissez. » Parce que le marchand de bonbons, il sait que les gens vont vouloir manger ces bonbons. Lui, il est là en tant qu'élite, juste pour briser les autres élites, pour empêcher le militaire de venir choisir ce qui doit être fait des frontières, de la nation, du rapport avec les autres pays. Il est là pour empêcher le médecin de dire quelle plante on doit manger. Il est là pour empêcher le philosophe ou le théologien de nous dire en quoi on doit croire. Il n'est pas là pour gouverner le peuple. Parce que le peuple, il veut déjà, sa pente naturelle lui fait manger les bonbons du marchand de bonbons. Et donc, on a affaire à une espèce d'élite qui est présente, mais qui vante la démocratie. Et ça c'est peut-être le signe du marchand de bonbons. Au revoir.